Bienvenue au club de la presse RDC Kinshasa, toujours les duos Cheikh Fita et Cyprien Ouechi a l'honneur et le plaisir de recevoir un grand écrivain, Armand Mavinga. Cheikh Fita, bonjour. Bonjour Cyprien Ouechi et bonjour Armand Mavinga. Bonjour. Et merci d'être venu nous rendre visite ici au club de la presse Kinshasa RDC. C'est avec plaisir. Et chers amis les téléspectateurs, chers amis du Congo, nous sommes aujourd'hui le 30 août 2022 et donc nous nous retrouvons ici trois personnalités de la diaspora congolaise, et bien parce que ce lieu, c'est un lieu de passage pour tous ceux de la diaspora qui se passent par Kinshasa. Il ne faudrait pas qu'ils soient comme des orphelins, donc désormais, vous êtes de la diaspora, vous êtes à Kinshasa, cherchez-nous, passez, dites bonjour, faites passer votre message, nous sommes là pour ça aussi, en dehors du fait que nous sommes aussi un espace d'échange pour les jeunes journalistes. Et donc nous recevons notre ami Armand Mavinga qui va nous dire d'abord, qui se présente davantage par rapport... il y en a beaucoup qui le connaissent, il y en a qui ne le connaissent peut-être pas mieux. Eh bien, Armand Mavinga, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos spectateurs et téléspectateurs? Oui, c'est pas toujours évident de se présenter soi-même. Je suis M. Armand Mavinga Safunenga. Je suis d'abord un écrivain poète. Depuis l'âge de 20 ans, je suis dans l'écriture. Je suis un ancien expert de l'UNESCO, un enseignant, un chercheur, et notamment j'ai été expert dans la formulation des politiques de la culture et de la communication au service du développement en Afrique, au niveau de l'UNESCO. Et à ce titre-là, j'ai eu à initier beaucoup de projets pour le continent africain et notamment pour notre pays. Et je suis aussi présentement président du mouvement pour la paix et le développement du Congo et de la coalition pour le changement en République démocratique du Congo. En tant que chercheur, je dirige le centre d'études et de promotion de la culture et la communication en Afrique. Je suis aussi directeur adjoint du laboratoire d'anthropologie La Renaissance africaine, LARA. Donc j'ai plusieurs cassettes, je suis aussi missionnaire évangélique. Donc je suis un serviteur, nous essayons d'apporter aussi notre contribution pour la paix des esprits. Et donc là, je suis dans le cadre du mouvement pour la paix et le développement du Congo. Donc je suis venu pour l'implantation de notre mouvement, pour que nous puissions nous impliquer sur le terrain dans le développement du processus démocratique de notre pays. Et moi, je suis venu en République démocratique du Congo dans la dimension prophétique de la parole de notre papa Kimbangu, qui avait dit les enfants de la promesse, la diaspora. À un moment donné, la diaspora devra descendre en République démocratique du Congo pour venir apporter sa contribution au grand changement tant attendu. Avant de commencer notre entretien, j'aimerais vous poser une petite question concernant le club de la presse RDC. Votre réaction à chaud? Bon, je vous dis, avant toute chose, je vous adresse mes vives félicitations. C'est vraiment pour moi une agréable surprise et d'ailleurs d'être dans un cadre bien structuré où on voit qu'on a affaire à de véritables professionnels de la presse. Tout ce que je peux vous dire, félicitations, et que nous serons de ceux qui vont apporter notre soutien pour que tout le monde connaisse, pas seulement ceux qui viennent de la diaspora, même ceux qui sont ici. C'est vraiment un cadre de travail. Comme vous le dites, vous encadrez aussi les jeunes professionnels dans le domaine de l'information et de la communication. C'est très important. Nous avons beaucoup de jeunes qui sont formés, que ce soit au niveau de l'IFASIC ou dans d'autres institutions qui se sont créées, mais ils ont besoin d'un cadre où les professionnels peuvent les encadrer. C'est une façon d'encadrer la jeunesse et pour créer aussi d'emplois pour la jeunesse. Donc là, je vous dis toutes mes félicitations. Ok, Cheikh Fita. Et ça fait combien de temps que vous êtes plus revenu au Congo? Ah, mais ça fait 2 décennies. 2 décennies? Oui. Et les premières impressions quand vous êtes arrivé? Bon, naturellement, nous sommes, la crise économique et sociale, elle n'est pas seulement congolaise. La crise se ressent au niveau mondial, mais nous savons qu'il y a des changements, il y a de bonnes volontés, mais il y a aussi quelque part de blocage. C'est la raison pour laquelle nous sommes décidés en disant que nous avons une certaine expérience. Et il faut que nous venions nous impliquer dans la solution des problèmes de notre peuple. Parce que nous sommes une société en crise
il faut que, pour que nous puissions sortir de cette crise, il faut que tout le monde apporte de sa contribution. Et comme le président de la République avait demandé que la diaspora puisse apporter sa contribution, je m'inscris, tout en étant, comme je viens de dire, dans le processus prophétique de Papa Kimbangu, la diaspora des enfants, la promesse qui devait rentrer. Mais je pense que nous pouvons apporter aussi notre contribution au travail qui s'est fait sur le terrain, et tout en demeurant vraiment dans une forme de pragmatisme qui nous est propre. Concrètement, quel est votre apport? Oui, notre apport, c'est d'abord, comme vous le savez, comme je le dis toujours, si tu ne sais pas rêver le réel, tu ne peux pas inventer le réel. Donc il faut d'abord, c'est au niveau des réflexions. Vous savez que je suis un écrivain, j'écris beaucoup d'ouvrages pour voir comment nous pouvons sortir, notre pays peut sortir de cette crise. Et je vous dis qu'il y a dans le laboratoire d'ailleurs 3 autres ouvrages qui vont sortir. L'autre, c'est nos 20 engagements pour un nouvel ordre politique en République démocratique du Congo. Il y a aussi un autre ouvrage pour la grande révolution, pour la renaissance du Grand Congo du XXIe siècle. Donc il y a un certain nombre d'ouvrages, de réflexions que nous portons. Et là, nous sommes venus dans le cadre de l'installation du mouvement pour la paix et le développement du Congo, pour que nous puissions contribuer de manière efficace à la réflexion et aussi à la proposition de programmes concrets. Comme vous le savez, j'ai été un ancien expert des organisations internationales, donc spécialiste aussi, j'ai donné aussi le cours de politique et projets culturels, donc j'ai une certaine expérience dans la formulation de politique et la mise en œuvre de politique au service du développement. Donc je compte porter ma contribution et en tant qu'un ancien expert international, ma contribution en tant que chercheur, donc ma contribution en tant que leader politique à la solution de crise de notre pays. Bon, nous, Cyprien et moi, on a longtemps milité en tant que média en Occident. On a fait la Belgique, la France, pratiquement tous les pays. Et finalement, on a décidé de venir ici parce que l'avenir du Congo, c'est sur place. Si vous aviez un message par rapport aux compatriotes qui sont dans la diaspora, parce que ce sera suivi et ça ne fait pas dans la diaspora, quels conseils pratiques vous pouvez donner à ceux qui ont accumulé des expériences en Occident? Moi, je pense que si nous attendions que la situation se décante, elle ne se décantera jamais. La situation ne peut se décanter qu'avec l'apport de tout le monde. Moi, je pense qu'il est temps que nos amis qui ont une certaine expérience dans la diaspora puissent se préparer pour descendre au pays, pour que nous puissions ensemble construire ces pays. Vous savez, la crise est mondiale. Et l'Afrique est prise en étau dans cette crise mondiale, avec la nouvelle reconfiguration du monde. Le monde est en train d'être reconfiguré totalement de fond en comble. Donc il faut que toutes les intelligences, la diaspora congolaise, que nous puissions descendre sur le pays pour apporter notre contribution. Et comme je l'ai dit aussi, qu'ils n'oublient jamais, nous sommes dans un processus prophétique. Papa Kimbangu, déjà en 1921, l'avait dit, nos enfants partiront. Mais quand ils prendront conscience pour revenir, et c'est à ce moment-là qu'il y aura un élan qui va nous permettre de construire ce grand Congo que moi j'appelle, dans ma vision, de grand Congo du XXIe siècle. Donc moi je lance un appel à toutes les intelligences de la diaspora congolaise, dans tous les pays du monde, en Afrique, en Amérique, Asie, Australie, partout, que nous revenions pour reconstruire notre pays. Les difficultés, il y en a. Il faut éprouver les difficultés sur le terrain et voir qu'est-ce que nous pouvons faire sur le terrain. Nous sommes un pays de promesses. Nous avons toutes les potentialités, mais ce qui nous manque maintenant, ce sont des ressources humaines capables de convertir toutes les potentialités congolaises en un véritable deal de développement pour nous-mêmes et pour l'Afrique et même pour le monde. Moi, je crois à un grand Congo qui sera à l'avant-plan des enjeux du monde avec toutes les intelligences de la diaspora et toutes les intelligences que nous avons sur place sur le terrain. Si tu as une question. Armand Mavinga est aussi un écrivain. Hein. Il a écrit un livre, je peux lire, les 100 propositions pour la renaissance du Grand Congo du XXIe siècle. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je voulais dire d'abord, c'est une réflexion, j'essaie de réfléchir sur 100 ans. Parce que je me suis dit, notre crise que nous connaissons dans notre pays, c'est une crise qui a fait plusieurs siècles, avec tout ce que nous avons connu, colonisation, traite négrière, et ce n'est pas en une semaine ou en 5 ans que nous pouvons résoudre une aussi longue crise. Donc il faut réfléchir sur 100 ans, c'est-à-dire jeter le base
pour préparer aussi les bases pour les générations futures. Et moi, je réfléchis sur une trilogie qui est fondamentale si nous voulons sortir de la crise. Il y a l'éducation, la culture et la recherche. D'abord, je prends la culture. Comme je l'ai dit toujours dans un ouvrage qui va changer. C'est un sujet qui intéresse notre ami. Oui. Donc là, je prends d'abord la culture. Il y a une grande citation qui est dans mon livre sur la Renaissance. Si tu n'es pas, tu n'as pas. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un qui n'existe pas peut se prétendre d'avoir quelque chose? Quelqu'un qui n'existe pas, est-ce qu'il peut se prétendre d'avoir quelque chose? Non. C'est-à-dire, première des choses, nous devons construire une grande nation avec une identité nationale forte. C'est le côté spirituel. Si nous ne sommes pas forts sur le plan culturel, sur le plan spirituel, nous n'allons pas convertir l'irréel en réel. C'est-à-dire transformer toutes les ressources naturelles que nous avons en véritable donne pour la richesse. C'est-à-dire il y a l'aspect culturel, l'aspect esprit, il faut une véritable identité. Nous sommes une centaine de tribus, mais nous n'avons pas pu construire une grande identité. Les grandes nations qui dirigent le monde, ce sont des nations qui ont une grande identité forte. C'est-à-dire ils ont une grande vision, un grand esprit. C'est-à-dire, premier chantier, il faut construire ce que moi j'appelle le grand esprit congolais. L'esprit novateur, l'esprit conciliateur, l'esprit d'invention, l'esprit de création, l'esprit de maintenance, l'esprit de production, l'esprit de conquérant. Il faut cet esprit-là, ça nous ramène avec la dimension de la culture. C'est-à-dire nous devons d'abord exister comme une grande nation pour se faire respecter par les autres. Parce que si vous n'avez pas une grande identité forte, un grand esprit, vous ne pouvez pas vous faire respecter des autres. Je donne un petit exemple. Prenons les pays qui émergent aujourd'hui, les pays orientaux, la Chine, les autres pays. Ils ont un mental fort. On ne peut pas les manipuler. Ils sont assis sur des traditions qui leur sont propres, qui font qu'ils soient un grand peuple. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas un grand peuple, on peut vous arracher ce qui vous appartient. On peut venir et prendre vos richesses parce que vous n'êtes pas un grand peuple solide, avec un esprit solide pour défendre ce que vous avez. Parce que pour défendre, ce n'est pas seulement les armes. Pour défendre vos richesses, c'est d'abord l'esprit, la culture, l'homme, l'être. Donc le premier chantier, c'est la dimension, parce que là, je sais, c'est la dimension culturelle du développement. Okay. Et que ce soit la démocratie. Et l'autre chantier, c'est l'éducation. Comme je le dis, si ton projet porte sur un an, plante du riz. S'il porte sur 10 ans, plante un arbre. S'il porte sur 100 ans, éduque les hommes. Il nous faut une éducation du 21e siècle. Il nous faut des êtres humains qui sont capables de prendre en main leur destin. Je vais vous prendre au mot. Oui. Donc, quand vous êtes arrivé, vous avez observé, je ne dirais pas le Congolais, disons le Kinois, parce que c'est à Kinshasa, vous avez vu qu'il y a une faille dans le mental et l'éducation du citoyen. Ah oui, c'est important, c'est très important. Parce que si nous ne gagnons pas cette bataille, il nous sera difficile de gagner ce grand défi. Parce que surtout, n'oublions pas que notre pays est au cœur du monde et le monde est au cœur du Congo. C'est tout le monde qui veut avoir nos richesses pour se positionner dans la nouvelle reconfiguration du monde. Donc nous assistons comment le monde entier s'abat sur le Congo pour prendre la même idée de nos ressources. Et donc nous aussi nous devons faire un mental fort, nous devons faire des gens outillés, bien préparés, pour que le Congo aussi soit au cœur du monde, pour que nous devons une grande nation. Je vais être encore plus pratique. Oui. J'ai dit, vous avez observé le Quinois. J'illustre encore, tel que vous avez vu la circulation routière par exemple. Qu'est-ce que vous avez vu de bon et de mauvais chez le Congolais? Vous savez, quand les règles ne sont plus respectées, quand on n'arrive pas à respecter les règles élémentaires, quand tout devient déstructuré, vous savez, quand il y a un désordre, on ne peut pas se développer dans le désordre. Le développement, c'est la discipline. Un grand peuple doit être un peuple discipliné. Qu'un peuple ne respecte pas le code qu'il se donne lui-même, le code d'existence, le code de coexistence, il y a un problème. Et ça, vous avez remarqué qu'on ne respecte rien dans la situation. Oui, non, mais c'est un indice. C'est dans ce domaine-là qu'il faut commencer à travailler. Il faut l'éducation, c'est la raison pour laquelle il nous faut un système éducatif du 21e siècle. Il faut une réforme totale, entière de notre système éducatif. On est aujourd'hui en train de former des cadres universitaires du 20e siècle pendant que nous sommes au 21e siècle. Mais comment voulez-vous résoudre les grands enjeux du 21e siècle en formant des cadres du 20e siècle?
Vous formez des cadres qui correspondent aux enjeux que nous avions des années 70, des années 80. Mais nous sommes dans un monde où il y a eu le coronavirus. Les gens ne comprennent pas comment, par exemple, le coronavirus a changé le fonctionnement du monde. Même si aujourd'hui, cette pandémie, on dit qu'elle est vaincue. Mais les donnes ont changé au niveau international. Sur le plan de la sécurité personnelle et collective, le monde de la sécurité, même les guerres de demain, ce sont déjà des indices. Si nous ne nous préparons pas, nous allons disparaître. J'ai une dernière question tout à fait pratique, avant de laisser à Cyprien à conclure l'émission. Parce qu'il y a un élément, moi j'ai parlé de la culture, l'éducation, il y a le troisième élément que vous avez dit, il y a trois éléments. Non, alors terminez les troisième élément, on va poser des questions. Donc voilà, donc nous n'avons pas d'autre solution. Si nous ne travaillons pas sur cette idéologie, on ne sera jamais une grande nation et nous n'allons jamais nous en sortir. Il y a la culture, il faut être soi-même, il faut une grande personnalité, un grand esprit. Il y a l'éducation, c'est-à-dire l'éducation vient façonner l'homme selon cette culture, cette grande identité nationale. On forme maintenant des acteurs qui vont prendre en charge leur pays et relever les défis. Et la troisième option qui est incontournable, c'est la recherche. Si nous ne gagnons pas la bataille de la recherche, dans 150 ans, nous allons préciser. Si nous ne gagnons pas la bataille de la recherche, je vous dis tout de suite, dans 150 ans, l'Afrique au sud du Sahara, nous aurons des soucis. Il y a des États qui vont disparaître. Ok. Et donc, ma toute dernière question, vous avez sûrement été dans l'administration publique. Est-ce que vous avez eu l'impression que c'est informatisé, on est dans le numérique ou bien l'ordinateur est un peu absent? Mais jusque-là, nous ne sommes pas encore rentrés à l'ère numérique. Quand je parle du XXe siècle, parce que nous ne sommes pas encore totalement entrés dans l'ère numérique, et en plus aussi, même pour entrer à l'ère numérique, c'est ce qui pose le fondement de la recherche, que je viens de dire. Si nous nous investissons pas dans la recherche, nous allons disparaître. Parce qu'il faut la recherche dans tous les domaines, scientifiques, technologiques, industriels, pharmaceutiques, dans tous les domaines où qui propose la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, la sécurité, avec l'exemple du coronavirus, nous avons la sécurité sanitaire. Et vous avez remarqué que la santé est devenue un phénomène économique et financier au premier plan. Et donc, quand vous n'êtes pas fort sur le plan de la recherche et que la santé est devenue une donne commerciale, nous avons vu avec le vaccin, ce n'est pas pour le sauver, mais c'était une course, la course au vaccin, c'était une course des milliards. Et donc, si vous n'êtes pas dans la recherche, d'abord, vous allez consommer. Même ce qui va vous détruire parce que vous n'avez pas la capacité de la recherche, vous ne pouvez pas contrôler ce qui vient de l'extérieur et vous ne pouvez pas produire. C'est-à-dire que la recherche est une dimension fondamentale aujourd'hui pour que nous puissions produire. Parce que nous sommes, tout vient maintenant, hier c'était l'Europe, tout vient maintenant de Dubaï et de tout ça. Même des petits trucs, nous n'arrivons pas à le fabriquer sur place. C'est grave et c'est très dangereux. Donc il faut urgence absolue, la recherche. Il faut inventer la science, la technologie et l'industrie. Merci bien, M. Armand Mavinga. Je vais laisser à Cyprien Ouechi 2-3 questions pour clôturer cet entretien qui était pratiquement donc, à bâton rompu parce que c'était une bonne chose qu'on s'est retrouvé ici à toi, ici à Kinshasa. Concrètement, qu'est-ce que nous pouvons faire pour renverser la vapeur? Et une autre question, quelle est la place des sciences humaines en République démocratique du Congo? Parce qu'en Europe, lorsqu'il y a un problème, on fait toujours appel aux sociologues, aux anthropologues pour donner des solutions, alors que dans notre pays, les sociologues, les anthropologues, les philosophes sont négligés. Oui, comme je le venais tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, je voulais dire, souvent, quand un pays est en crise, le comble, c'est quoi? La plupart des pays africains, pays en développement, tout est prioritaire. Et quand tout est prioritaire, on ne sait plus discerner quel est le prioritaire. Et puis, on avait, par exemple, on avait pris un budget pour tel truc. Ah, il y a tel problème, tel pas. Prenez un petit budget pour aller résoudre ce problème. C'est-à-dire, quand il y a beaucoup de projets, on ne sait plus qu'est-ce qui est prioritaire. D'où, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une véritable formulation globale des politiques de développement. Et quand vous avez formulé de manière globale toutes les politiques, et vous voyez comment toutes les structures se structurent sur le plan systémique et global, vous maintenant vous devez établir impérativement
les priorités. Souvent, il est toujours important d'investir dans des domaines à effet multiplicateur. Les conséquences de nos échecs, c'est quoi? Nous aimons toujours investir dans le court terme. Ah, parce que ce problème fait ceci. Mais les Occidentaux et autres, ce que nous vivons aujourd'hui en Afrique, ils avaient conçu ça il y a 100 ans. Que voici comment nous allons maintenir l'Afrique pendant 100 ans sous notre, dans la situation où elle se trouve, comment nous devons nous servir l'Afrique. Les réflexions datent de 100 ans. C'est-à-dire l'anticipation. C'est-à-dire qu'il faut d'abord une bonne formulation globale, par un secteur d'abord global, et quand vous voyez sur le plan global, et vous vous dites par où il faut commencer. Il faut commencer dans le domaine qui va impulser les autres domaines. Mais si vous voulez toucher ces domaines, concrètement? Je peux donner un exemple. Oui, un exemple. Prenons un exemple, par exemple, aujourd'hui, je vais de parler de la santé devenue un domaine fondamental, commerce de sécurité absolue. Mais nous avons les plantes médicinales, nous sommes un scandale de plantes médicinales dans notre pays. Nous pouvons le dire, nous allons nous concentrer d'abord, par exemple, sur l'industrie pharmaceutique. Il faut que nous devenions le premier laboratoire pharmaceutique de l'Afrique et du monde. Mais ça peut nous donner des centaines de milliards, rien que ce secteur, si nous venons le maîtriser. Mais vous avez vu, le genre avec le vaccin, comment les gens ont fait de milliards en peu de temps. Parce qu'ils ont maîtrisé, je donne seulement nos plantes. Et nous disons, nous engageons à devenir la première pharmacie du monde. Le même jour, sans vendre les minerais, nous pouvons réussir. Parce que vous vous souvenez à l'époque, la Suisse, quand le Suisse avait mis le Bayer et autres, l'Allemagne, la Suisse, avec les industries pharmaceutiques à l'époque, ça fait dominer. Ce sont des tonnes, c'est un domaine à croissance aujourd'hui à la santé. Et surtout, il y a un danger avec les épidémies qui vont venir. Mais rien qu'avec ce secteur-là, nous pouvons faire quelque chose. Prenons encore notre système de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous avons le coltan. Nous assistons impuissants à l'exploitation de notre coltan qui va à l'extérieur. Vous savez vraiment, il y a un Congolais qui avait fabriqué un portable aux États-Unis d'Amérique, qui a pu fabriquer au café. Dernièrement, on a fait un reportage. Je donne un exemple. Je donne un exemple. Le pays, à partir de ça, le pays pouvait se dire, sans seulement que ce soit notre patriote des États-Unis, le pays pouvait faire ce qu'on appelle lancer véritable défaut au niveau international, demander à tous les ingénieurs congolais qui peuvent produire quelque chose, des logiciels autres dans le domaine informatique, comme les Indiens ont fait. Les Indiens sont partis, les domaines informatiques, ils sont devenus aujourd'hui incontournables. On pouvait appeler et l'État peut mettre des moyens en disant, mais nous avons des patriotes qui peuvent dire, nous avons le coltan, investissons dans ce domaine, de telle sorte que nous sommes une population de 100 millions. Si chaque Congolais peut acheter, au lieu que l'argent, nous achetons ce qui vient de l'extérieur, si chaque Congolais peut acheter un portable fabriqué sur place, je donne un petit exemple, $20 seulement, nous sommes 100 millions, ça fait combien? 100 milliards. Ok, merci beaucoup, M. Armand Mavinga. C'était vraiment un plaisir. Une rencontre vraiment à bâton rompu. Juste, il a donné quelques flashs. J'espère que ceux qui ont suivi ne vont pas garder ça pour eux et qu'ils vont y réfléchir par deux fois. Et surtout, nous espérons que tous les amis de la diaspora, et Armand Mavinga, il y en a plein en France, aux États-Unis, en Belgique, en Grande-Bretagne. Venez à Kinshasa, faites escale au club de la presse, comme Armand l'a fait, partageons nos idées, et c'est à partir des idées qu'un pays se développe. Donc, concluez. Oui, d'abord, je vous remercie de m'avoir reçu. Comme nous l'avons dit, c'est aussi un appel que nous avons lancé aux amis de la diaspora. Je réitère cet appel. Les revenus ou toutes les intelligences de la diaspora et toutes les forces aussi de la diaspora, nous devons venir pour nous impliquer dans le développement de notre pays, surtout que nous sommes dans un carrefour international où le monde est en train de se reconfigurer. Et donc, il est temps que nous puissions vraiment porter notre sagesse et intelligence pour que nous puissions bâtir tous ensemble une grande nation. Et je l'ai dit, moi, je suis venu dans un mouvement pour la paix et le développement du Congo. Donc, nous sommes venus pour nous installer en République démocratique du Congo pour apporter notre contribution au développement de notre pays et surtout pour la mise en œuvre de notre grande vision appelée la vision du Grand Congo du XXIe siècle. Merci beaucoup Armand Mavinga, merci beaucoup Cyprien et surtout merci beaucoup à Platini Boukaka, notre réalisateur qui est derrière la caméra. C'est grâce à lui que toutes ces images vous parviennent. Encore une fois, la diaspora, nous sommes là pour vous et le Congo est là pour nous tous. Merci et à la prochaine.